Qui arme et entraîne réellement ces groupes armés prêts à s'infiltrer en Iran si l'entité ose bombarder Téhéran? À les entendre, on croirait que les États-Unis orchestrent une guerre asymétrique planifiée dans les moindres détails. Déstabilisation interne, cyberattaques paralysantes, frappes soi-disant chirurgicales sur les installations nucléaires et élimination ciblée de généraux. Les Américains savaient dès le départ que les Iraniens ne céderaient jamais sur leur ligne rouge. L'arrêt complet de l'enrichissement d'uranium, la démilitarisation de leurs capacités stratégiques, ce sont des concessions impensables pour un État qui a fait de sa souveraineté et de sa dissuasion le cœur de son identité. L'Iran est encerclé. Des autorités proches de l'administration Trump, des voix pro-entité et certains dirigeants estiment que c'est le moment idéal d'attaquer l'Iran. D'autres voient une fenêtre ouverte pour faire plier les autorités iraniennes, mais l'Iran ne pliera pas, et des frappes même limitées pourraient au contraire renforcer le gouvernement. Ils ne capituleront pas sur ce qui menace leur existence. Une frappe de l'entité, ou américaine, les pousserait à escalader plutôt qu'à plier. Des strikes prolongés épuiseraient les stocks américains sans garantir le collapse et pourraient solidifier le régime en interne. L'Iran ne se bat pas seulement pour des centrifugeuses ou des missiles. L'Iran se bat pour sa mémoire, pour sa légitimité, pour ne pas devenir un pion sacrifiable dans le grand échiquier mondial. Avant tout ce qui se déroule contre l'Iran aujourd'hui, combien de gouvernements hostiles aux États-Unis, à l'Occident, ont réellement chuté? L'Iran opposera une résistance. C'est une question de survie pour eux. Dans les médias occidentaux, tout le monde appelle à la guerre, à attaquer l'Iran. Mais personne n'est prêt à en assumer les conséquences. Comment ça marche l'Iran? L'Iran, c'est pas un pays où on dit tu vas capituler. Parce que si on prend les exigences américaines qui sont parues dans le Wall Street Journal et qui ont été reprises par Axios, on a vraiment l'impression que c'est on demande à l'Iran de capituler. L'Iran ne capitulera pas. Mais la seule manière de redéfinir le Moyen-Orient, ce serait l'effondrement du régime. Et comment voulez-vous qu'un régime s'effondre alors qu'il a montré sa résilience, sa violence extrême contre sa propre population? Et je vois mal qu'on puisse faire tomber le régime à coups de bombardement. Vous pensez vraiment que ce régime ne peut pas tomber ? Même si on le bombarde pendant plusieurs jours? Il ne pourra tomber que par la force des Iraniens. Qu'est-ce qui se passe si dans 3 mois, les Iraniens cèdent sur rien? Ça va être très compliqué. C'est un peu l'inconvénient de ce type de campagne. Maintenant, si par miracle, ça aboutit à une fuite, à un effondrement, d'un seul coup, tout le monde s'enfuit, le régime s'effondre, et puis la population, les gens peuvent prendre les lieux du pouvoir, je serais ravi. J'en serais ravi. Je le redis sans détour, je ne crois pas à un accord. Donald Trump ne peut pas reculer. Reculer sans concession serait pour lui un aveu de faiblesse, et Donald Trump ne survit politiquement que par la mise en scène de la domination, et surtout, tant que l'entité considère les mollahs comme une menace existentielle, aucune désescalade réelle n'est possible. De l'autre côté, l'Iran ne peut pas plier. Accepter les conditions aux concessions américaines reviendrait à signer sa propre capitulation, à reconnaître sa défaite historique, politique et symbolique et à accepter sa chute. Or, l'Iran ne capitulera jamais. Géographiquement, militairement, l'Iran est encerclé. Des forces hostiles ou alignées contre lui l'enserrent de toutes parts. Le nombre d'avions d'attaque américains au Moyen-Orient dépasse désormais les 300. Des dizaines d'autres chasseurs sont positionnés en Europe. Plus de 125 avions ravitailleurs KC-135 et KC-46 ont été déployés dans la région. Le plan qui est tracé ici, c'est un changement de régime sans aucun plan pour l'après en Iran. Autour de Donald Trump, nombreux sont ceux qui le poussent à attaquer. L'entité, elle, cherche clairement à provoquer l'embrasement, à forcer l'entrée des États-Unis dans la guerre, peu importe les conséquences, peu importe le chaos. Il le faut pour eux, c'est vital. Donc le matin même, 5 missiles étaient tombés sur cette centrale, et cette centrale, elle alimente en électricité et elle chauffe un tiers de la ville de Kiev. Ce qui veut dire que hier soir encore, un tiers de la ville n'était pas chauffé et était dans le noir. Ça veut dire que les vieilles personnes meurent de froid, que les enfants apprennent leur leçon par moins 15, que les gens qui habitent au 20e étage, il n'y a plus d'ascenseur. Voilà, c'est une situation absolument désastreuse. Comment expliquer ça, Bernard Lévy? Vous êtes si actif. La France a fait beaucoup, le président de la République a fait beaucoup, les Européens font beaucoup, l'OTAN, c'est l'alliance la plus puissante de toute l'histoire, et on n'arrive pas à empêcher ça. On aide l'Ukraine juste assez pour qu'elle ne succombe pas, pour qu'elle ne soit pas terrassée, mais pas suffisamment pour l'aider à triompher. Un pays de taille moyenne comme l'Ukraine, qui résiste pendant 4 ans au plus grand pays du monde en termes d'étendue, et à une des plus puissantes armées du monde, c'est une première dans l'histoire. Bernard Lévy, il était en Afghanistan en tant que reporter. Il a soutenu l'intervention occidentale.
Les talibans ont résisté pendant 20 ans à l'armée américaine devant lui. Pas 4 ans, pas 10 ans, mais 20 ans. Les barbus en moto, cachés derrière des montagnes avec leur pick-up Toyota, leur AK-47, ont tenu 20 ans contre la machine de guerre américaine plus l'OTAN. Et ça, c'est une première dans l'histoire. Je me demande comment ces médias peuvent inviter des propagandistes qui savent eux-mêmes que leurs analyses sont incohérentes. Il dit que l'Occident aide l'Ukraine juste assez pour qu'elle ne succombe pas, alors que l'Europe et l'Occident en général ne peut pas donner beaucoup plus en termes de volume brut d'armes et de munitions en ce moment, parce que les stocks sont largement épuisés. Les productions n'ont pas rampé assez vite. Il n'y a pas de réserve infinie. Les Occidentaux ne livrent pas au compte-gouttes par choix, mais parce qu'ils fournissent ce qu'ils peuvent produire ou livrer rapidement au prix d'un endettement énorme. Bernard Lévy reconnaît explicitement que l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis, collectivement l'Occident, soutiennent activement l'Ukraine militairement, financièrement et logistiquement. Autrement dit, sans leur appui, comme le soulignait Donald Trump en février 2025 face à Zelensky à la Maison-Blanche, l'Ukraine aurait été écrasée en l'espace de quelques jours. Je pose une question. Comment l'Ukraine aurait-elle pu résister sans le soutien de l'OTAN et surtout sans les sanctions économiques imposées à la Russie? Comment l'Ukraine aurait-elle pu résister? Écoutez, regardez, le porte-avions est arrivé, mais tous les week-ends, on joue à ce jeu. Est-ce que c'est le bon week-end pour que les Américains y frappent? En commentaire, on recommence le jeu. Oui ou Dernière non? information de poids, vous allez le voir, est peut-être même déterminante sur la future offensive des États-Unis sur l'Iran. Mais comme vous l'avez dit, il est en place. Il y a beaucoup de curieux ces dernières heures sur ce point d'observation où je me trouve qui ont tenté d'apercevoir au loin le porte-avions, parfois avec des jumelles. On comprend cette curiosité. C'est un mastodonte qui est grand comme 3 stades de foot, qui transporte 4600 personnes et qui est équipé d'un système de défense ultra sophistiqué, ce à quoi les Israéliens ne sont pas indifférents. Alors bien sûr, comme vous l'avez dit, avec l'arrivée du Ford, eh bien l'arsenal américain dans la région est au complet, est en position, et c'est sans doute le signe de plus qu'une attaque contre l'Iran pourrait être imminente. Alors pas forcément une attaque menée par les États-Unis, mais pour... Oui, on a toutes les conditions là. Les négociations ont échoué hier, donc on peut plus se cacher derrière ça. Le fameux porte-avions est arrivé. On dit il manquait plus de protection de l'Israël, voilà, pour pouvoir frapper. Le fameux porte-avions qu'on attendait, il est arrivé. On ne veut pas entendre que on attend le troisième. Là, ça va être abusé là. Le porte-avions, il est arrivé en Israël. Vous pouvez frapper maintenant. Toutes les conditions sont là. Les 2 porte-avions sont là. Les négociations ont échoué. L'ayatollah, il a envoyé un message provocateur à Donald Trump pour l'énerver. Voilà. Toutes les conditions sont remplies. Le général de, comment on appelle ça? La CENTCOM. Voilà. Le commandant de la CENTCOM est parti rencontrer Donald Trump dans son bureau et tout. Ils ont fait tous les plans. Toutes les conditions sont remplies maintenant. Il n'y a plus d'excuses. Est-ce que c'est le week-end? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que c'est le bon week-end? Si tu dis oui, tu l'assumes. Dimanche soir ou lundi matin, je pense que c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais citer tous les noms de ceux qui vont échouer, ceux qui vont dire oui, et puis en fin de week-end, il n'y aura pas de frappe. Je vais dire vos noms un par un. Tu as dit oui, tu as menti. Tu as dit oui, tu as menti. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que les Américains, ils vont frapper ce week-end? Alors, le week-end, c'est à partir de vendredi soir jusqu'à lundi matin. Est-ce qu'ils vont frapper là? Cette ligne de mire là. Est-ce qu'ils vont frapper? Moi, je me mouille. Voilà, si vous voulez faire une vidéo sur moi, je me mouille. Ils vont pas frapper ce week-end. Je les connais. Ils commencent à se dégonfler. Voilà. Ils vont pas frapper ce week-end. Donc, on reste branché. Je vous attends en commentaire.